Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Cognac contre voiture électrique, le bras de fer commercial entre la Chine et l'Union européenne est relancé. À compter du 11 octobre, Pékin appliquera des droits de douane alourdis jusqu'à 35% sur les brandis européens. La France et son cognac sont en première ligne. Faut-il craindre une escalade et avec quelles conséquences ? L'Europe n'est pas la seule à prendre des mesures dans ce domaine. Le Canada et surtout les États-Unis ont aussi décidé d'augmenter de 100% les taxes sur les importations de véhicules électriques made in China. Nouvelle hausse dans la continuité de celle décidée en son temps par Donald Trump. Démocrates et républicains sont-ils acquis au protectionnisme ? Quelle différence d'approche entre les deux candidats à la Maison-Blanche ? Analyse à suivre. Enfin, alors que les tensions s'accumulent entre l'Occident et la Chine, qui sont les gagnants et les perdants de la guerre commerciale sino-américaine ? Les pays émergents et en particulier l'Afrique doivent-ils aussi s'inquiéter ? L'UE peut-elle tirer son épingle du jeu ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je suis en compagnie d'Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, Sarah Guillou, directrice du département Innovation et Concurrence à l'Observatoire français des conjonctures économiques, Denis Jacquet, entrepreneur basé aux États-Unis, président de Top Crime et auteur de Pourquoi votre prochain patron sera chinois. Et enfin, Julien Marcilly, chef économiste du cabinet Global Sovereign Advisory. Bonjour à tous les quatre et merci d'être parmi nous. Bonjour. La réponse chinoise ne s'est pas fait attendre. Après l'annonce de hausse de taxes sur les voitures électriques chinoises, Pékin renforce ses tarifs douaniers sur les brandis européens jusqu'à 35%. Mauvaise nouvelle pour les marques françaises qui dominent le marché. Les explications de Pierre Ledeuf. Le cognac, au cœur de la guerre commerciale entre la Chine et l'Union européenne. 4 jours après l'adoption d'un projet de droit de douane par Bruxelles sur les véhicules électriques chinois, Pékin annonce des mesures anti-dumping sur les brandis européens. Des droits de douane alourdis à partir du 11 octobre. Ces mesures pourraient entraîner une hausse du prix de 20% pour les consommateurs, réduisant d'autant les volumes de vente. La Chine représente un marché très important de la filière cognac, qui appelle les autorités françaises à ne pas l'abandonner. Aujourd'hui, la Chine, c'est notre deuxième marché. C'est près d'un tiers de nos volumes qui sont expédiés vers ce pays depuis plus de 250 ans. Et se voir impliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque, c'est potentiellement la disparition du marché. Et si on perd pour une filière cognac le deuxième marché aujourd'hui de notre débouché, les conséquences seront désastreuses pour les négociants qui commercialisent, mais par effet domino sur tout le reste de la filière, que ce soit de la viticulture. La ministre française du Commerce extérieur, Sophie Primas, a déclaré que ces mesures étaient en contradiction avec les règles du commerce international et avec les intentions exprimées par Xi Jinping lors de sa visite de mai dernier en France. Le président chinois avait alors annoncé des accords pour faciliter les exportations de certains produits agricoles français, dont des vins à indication géographique protégée, et envisageait de suspendre la mise en place de taxes sur les importations de cognac. La rupture est donc consommée, sur ce chapitre-là en tout cas. La Commission européenne a déjà annoncé qu'elle allait contester devant l'Organisation mondiale du commerce ces mesures douanières de Pékin. Sarah Guillou, on a entendu le président de la filière cognac, on a revu ces images aussi de Xi Jinping qui faisait des promesses, c'était en mai dernier. La Chine, c'est le deuxième marché pour le cognac derrière les États-Unis. Une possible hausse des tarifs de 20%, est-ce que c'est grave ? Alors, ce ne sera pas sans conséquence, puisque une hausse des tarifs, ça se traduit par une hausse des prix. La question est de savoir si les volumes vont réagir à cette variation des prix. Donc, est-ce que les consommateurs chinois vont réagir à l'augmentation des prix qui sera la répercussion de la hausse de tarifs? Donc, ça, ce n'est pas toujours assuré. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en général, une répercussion à 100% du tarif sur les prix, d'une part. Donc, ce ne sera pas forcément une hausse de 20% des tarifs. Et ce ne sera pas forcément exactement la même hausse que celle des tarifs sur les prix. Et ensuite, on n'est pas certain que les volumes vont forcément s'ajuster. Ça voudrait dire, et ça prend un petit peu de temps, et peut-être que le temps de la négociation permettra justement d'ajuster cette représaille, en tout cas, de faire en sorte que les Chinois soient plus cléments relativement à cette décision. Mais ça prend un peu de temps aussi que les volumes s'ajustent, que les consommateurs s'ajustent à un changement de prix. Mais clairement, c'est vrai que c'est une manière politiquement pour la Chine de répondre avec violence, dans une certaine mesure, à la décision européenne, qui est le fruit quand même d'une investigation, d'une enquête qui a pris un certain nombre de mois et de négociations avec les Chinois. On va y revenir. D'abord, Denis Jacquet, les États-Unis, c'est le premier marché du cognac.
Est-ce que on sait que les ventes reculent actuellement aux États-Unis? Quelles sont les conséquences pour la filière? Alors, bon, c'est marrant, tout à fait entre nous, puisque on est tous les 5, il n'y a pas de spectateurs, on le sait bien, mais j'ai passé beaucoup de temps, il y a 15 jours, avec Béatrice Cointreau, qui a été, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, la première femme et la seule femme à la tête d'une maison de spiritueux de sa génération, hein, puisque aujourd'hui, à 70 ans, à 25 ou 26 ans, il n'y avait aucune femme qui dirigeait. Mais Qu'est-ce qu'elle vous vous dit? savez, en fait, ce qu'elle dit, en gros, c'est que de toute façon, le consommateur de ce type de produit, qui est plutôt un produit haut de gamme, c'est pas un consommateur qui réagit excessivement aux hausses de prix quand vous voyez à quel prix ils les prennent dans les restaurants, dans les clubs, etc. C'est vraiment un non-sujet. C'est-à-dire qu'on dirait à Evian, sur une marque d'eau où on se joue à quelques centimes, tout à coup, à 40% de plus. Là, vous donnez un coup vraiment mortel à une industrie parce que tout à coup, elle peut juste pas être compétitive et s'adapter. Sur un produit très haut de gamme, qui est de toute façon très demandé par le consommateur, qui a des moyens très importants, et on sait que le nombre de riches en Chine continue à s'accroître de façon exponentielle, je ne serais pas quand même aussi alarmiste que le président de la fédération. Je comprends qu'il crie son désarroi et qu'il veuille du soutien et un soutien politique visible, mais moi, je ne pense pas que c'est là où ça nous ferait le plus mal, pour être honnête. Alors vous parlez de Rémy Cointreau, c'est un grand groupe. Peut-être Ouais. que pour des petits producteurs, ce sera plus difficile à assumer. Bah, à nouveau, ça dépend, Madame le dit, ça dépend du consommateur auquel vous vous adressez. C'est-à-dire si vous êtes un produit d'entrée de gamme qui n'est pas le produit que quelqu'un qui a des moyens veut acheter, mais qui va s'acheter parce que c'est le moins cher, là forcément les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais sur les très belles marques françaises de très haut de gamme, on l'a vu quand Trump avait augmenté les droits, notamment à Miami où je vivais avant, ils ne se sont même pas aperçus qu'il y avait une augmentation des prix. Ouais. Alors Elvire Fabry, cette mesure, elle cible un produit emblématique, un produit de luxe français. Vous diriez que c'est une façon pour la Chine de diviser l'Europe? Oui, absolument. C'est intéressant de voir par quoi les Chinois commencent, parce que les États-Unis ont pris des mesures très agressives vis-à-vis de la Chine et la réponse est restée très prudente, très mesurée. Là, ça y est, on a une première, on a une tonalité qui est très claire. En ciblant le brandy, la Chine cible la France, puisque la France est essentiellement le grand producteur de brandy, et on sait que la France avait beaucoup soutenu cette enquête sur l'utilisation des subventions. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens. Non. Et par ailleurs, c'est un signal aussi intéressant parce que ça cible un secteur du luxe. Donc c'est un signal qui est envoyé à tout le reste du luxe français en disant attention. On sait très bien que c'est un secteur qui dépend très souvent à hauteur de 30 ou voire 40% pour tous ces bénéfices mondiaux du marché chinois, qui est déjà inquiété par le ralentissement de la consommation chinoise. Donc c'est une façon de faire pression sur le gouvernement français. Et la Chine a déjà annoncé qu'elle pourrait cibler les produits laitiers, le porc, là ça cible l'Espagne, les autres États membres, donc ça crée des divisions au niveau européen. Alors uniquement sur le brandy et sur le cognac, la Commission européenne a annoncé qu'elle allait contester ces mesures devant l'Organisation mondiale du commerce. A-t-elle des chances d'être entendue? Alors certainement, parce que là, pour la justification, là, c'est une mesure, c'est une plainte anti-dumping sur le cognac. Donc il faudra démontrer qu'il y a une tarification, donc précisément. Parce que les Européens vendent à perte français, leur brandy. Exactement. Donc ça, c'est pas encore démontré parce que c'est pas connu comme une industrie qui a tendance à vendre à perte. Donc non, ils vendent cher en principe. En principe, avec des marges qui sont conséquentes. On est proche quand même effectivement du luxe, pas exactement, mais donc c'est clair que on voit mal comment on arriverait à démontrer cette stratégie de dumping. Mais ceci étant, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un côté, on a quand même une enquête et qui essaie de montrer qu'il y a des subventions et qui a démontré qu'il y avait des subventions qui avaient conduit à ce que les véhicules électriques chinois étaient en effet sous-pricés ou en tout cas avec un prix inférieur en raison du soutien du gouvernement chinois. Et en face, vous avez on impose le cognac, les brandy européens, qui sont une industrie dont on a peu de preuves qu'il y a une stratégie de dumping. Elvire Fabry. Là, l'enquête anti-dumping, c'est un artifice, parce qu'il n'y a pas de dumping. De la part de la Chine. Il n'y a pas de production aussi de brandy en Chine. Simplement, ça lance une procédure au niveau de l'OMC qui va prendre du temps, le temps que ça fasse mal à la filière dans son ensemble, quelle que soit la proportion de l'impact négatif.
Et finalement, et en plus, on a un président chinois qui est revenu sur les engagements qu'il avait pris au printemps dernier. Donc ça dit aussi quelque chose de la façon dont la Chine prend ses initiatives et est en mesure d'utiliser des mesures de coercition économique. Vous l'avez dit, hein, les procédures de l'OMC sont longues et en attendant, la filière cognac risque de souffrir. La Commission dit étudier des possibilités d'apporter un soutien aux producteurs européens. Que peut faire la Commission européenne qui ne fausse pas les règles de concurrence ? Là, c'est important comme signal qui est donné, parce que ça veut dire qu'on est prêt aussi, au nom du respect des règles de l'OMC, puisque c'était le principe qui avait motivé l'enquête sur les véhicules électriques, qu'on est prêt à encaisser le coût de ces mesures de rétorsion, et s'il peut y avoir des mesures de soutien affectées, de financement affectées à cette filière. Julien Marcilly, Pékin a également ouvert une enquête anti-dumping sur les importations de porc et de lait européen. On le disait à l'instant, elle pourrait aussi viser les automobiles allemandes, voire les minerais critiques. Assiste-t-on à une escalade ? À ce stade, sur le cognac, disons que la Chine ne pouvait pas faire moins que ça. C'est-à-dire le pays a l'habitude de cibler ce type de produits, soit agricoles, alimentaires, qui sont très bien identifiés par le grand public. Donc effectivement, comme il a déjà été décrit, c'est un problème potentiel pour la filière en tant que telle. Après, d'un point de vue économique, c'est pas non plus une filière qui pèse énormément dans l'économie européenne. Mais on voit que le coup d'après, c'est l'automobile. Moins de 1% des exportations totales européennes vers la Chine. Et même pour la France, c'est une toute petite fraction de ces exportations vers la Chine. Et quelque part, si la Chine a retenu ses coûts à ce stade, c'est aussi parce que, sans doute, la mesure européenne sur les voitures électriques chinoises, elle, était modérée. C'est-à-dire qu'elle était ciblée. Et elle était plutôt bien calibrée. 35%. Voilà. Ce n'est pas non plus la mesure punitive qui a été décidée par les États-Unis. Et donc, de ce point de vue-là, à ce stade, ça laisse de la place, sans doute, des deux côtés pour des négociations à venir. Peut-être un peu à l'image de ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années au moment de la dispute sur les panneaux solaires. Et donc oui, pour l'instant, les deux côtés retiennent leur coup parce que les deux ont quand même plutôt intérêt. C'est comparable avec ce qui s'est passé il y a 10 ans sur les panneaux solaires. On a à l'esprit que l'Europe avait été inondée par des panneaux solaires chinois et que la mesure est peut-être arrivée un peu tard. Les droits de douane qui avaient été augmentés sur les panneaux solaires, en fait, avaient été très limités parce que l'Allemagne, justement, s'y était opposée. Et c'est un secteur qui a été complètement laminé par les importations chinoises, qui donne accès. Ce qui risque aujourd'hui d'arriver au marché automobile. Absolument. Et là, on a une industrie à protéger. C'est-à-dire que c'est vraiment une industrie. Ça représente l'industrie automobile en Europe, c'est quasiment 14 millions d'emplois, directs ou indirects. Sarah Guillou, des menaces et des négociations commerciales qui continuent en même temps. Il faut dire que la Chine n'a pas non plus intérêt à se couper totalement du marché européen. Alors, totalement. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que le marché européen, c'est un gros marché pour la Chine. Ensuite, parce qu'elle est dans une guerre commerciale avec les États-Unis, on y reviendra, mais qui fait qu'elle n'a pas intérêt d'ouvrir des fronts de guerre commerciale avec tout le monde. Avec des gros partenaires commerciaux, oui. Et ensuite, parce qu'elle a... Alors, c'est vrai que les acteurs européens ont des intérêts en Chine, mais les acteurs chinois ont aussi des intérêts, des projets d'investissement en Europe. Et les acteurs chinois qui vont investir en Europe pourraient aussi souffrir des représailles. Donc on est dans un partenariat d'interdépendance qui oblige la Chine quand même. Alors là, c'est politique, effectivement. Il s'agit de montrer ses muscles des deux côtés. L'Europe, elle a changé par rapport à la période des panneaux solaires et de la réaction relativement aux exportations chinoises dans le domaine, parce qu'elle commence à dire, elle veut dire au gouvernement chinois, ça suffit, on comprend très bien qu'on est moins tolérant à l'égard de votre politique industrielle de soutien des filières. Ouais. Et donc c'est un changement quand même. Justement, voilà les chiffres qui s'affichent. On voit que la Chine reste de loin le premier fournisseur de biens de l'Union européenne, même si le déficit commercial a tendance à fléchir légèrement ces dernières années. Comment vous analysez ces chiffres ? C'est quoi ? C'est un rééquilibrage, une rupture ? Mais surtout, là, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la façon dont la Chine continue à soutenir toutes ces filières
industrielle par des subventions très importantes et le problème des surcapacités qu'on voit se dessiner dans toute une série de secteurs. Et elle a encore plus besoin d'accéder au marché européen. Donc là, ce que l'on voit un petit peu comme léger ralentissement, ce n'est que temporaire. Et le risque, c'est qu'au-delà des véhicules électriques, ce soit d'autres filières des technologies vertes qui soient concernées. Les panneaux solaires, ça y est, c'est fini. Mais l'industrie des éoliennes, dans lesquelles on a des intérêts à défendre, va être concernée. C'est le secteur de la chimie. C'est donc, d'une certaine façon, l'ajustement de la stratégie européenne sur les véhicules électriques est une préfiguration de ce que l'Union européenne est prête à faire aussi pour d'autres secteurs. Peut-être juste, Pékin menace de revoir ses projets d'investissement sur le vieux continent. Là, on pense à des ouvertures d'usines chinoises en Europe. Est-ce que ça peut vraiment être mis en cause ? Non, parce qu'ils ont... En fait, ça fait déjà un an des effets d'annonce. Les grands constructeurs chinois ont commencé à réajuster leur stratégie. D'abord parce que l'industrie automobile est une industrie qui est généralement très localisée régionalement. On produit là où on va vendre les voitures. Les batteries circulent encore moins. Et là, les projets d'investissement sont déjà engagés. Au contraire, ils ont intérêt à rentrer dans le marché européen avant qu'éventuellement il y ait encore un resserrement de ce marché et moins d'accès. Julien Marcilly. Et en plus, l'Union européenne en a tenu compte, en fait, dans ses sanctions. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sarah Guillot, elle a lancé un bon nombre d'enquêtes en allant visiter de nombreuses entreprises chinoises en Europe. Et on a ensuite différencié, en fait, ces tarifs douaniers en fonction du fait que ces entreprises chinoises étaient ou non implantées en Europe, du fait qu'elles étaient privées ou détenues par l'État. Et donc, quelque part, c'est aussi une incitation à dire... si vous continuez d'investir chez nous, quelque part, on en tiendra compte. Pour vous, ce sont des mesures qui sont donc bien calibrées. Est-ce que c'est de nature à sauvegarder ces millions d'emplois dans l'automobile en Europe ? Alors, des estimations indépendantes disent que l'avantage de coût de ces voitures électriques chinoises, évidemment, varie d'une marque à l'autre, mais serait aux alentours de 40 à 50%, peut-être même un peu plus pour certaines d'entre elles. Donc, en fixant des droits de douane supplémentaires au maximum aux alentours de 35%, vous voyez que on ne désincite pas non plus complètement les entreprises chinoises à vendre en Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de figure américain où là, d'un coup, on dit c'est 100% pour tout le monde. On en parlera dans un instant. Denis Jacquet, selon vous, l'Europe se donne-t-elle les moyens de sauver son industrie automobile ? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, déjà, sur les deux points, quand on regardait les courbes tout à l'heure, et je suis assez d'accord, c'est un mécanisme temporaire parce que déjà, on est sur 2019-2023 et entre les deux, il y a quand même cette période fantastique du Covid qui s'est installé, donc plus de supply chain, beaucoup moins de consommation. Donc cette période, elle est quand même relativement peu révélatrice parce qu'elle a été extraordinaire au sens plutôt négatif du terme, mais elle a été vraiment hors champ. Donc du coup, on ne peut pas vraiment la considérer totalement. La deuxième chose, c'est un peu comme un foyer qui est dans un couple qui est dans son lit. Et en gros, quand vous avez un drap qui est long et une couverture qui est longue, personne ne se bat pour l'un parce qu'il y en a suffisamment pour couvrir les deux personnes. Bon. Là, en plus, c'est un ménage à plusieurs et en plus, tout se rétrécit. Donc, à un moment donné, cette guerre particulière sur les tarifs est liée au fait que chacun est en train de chercher des ressorts de croissance. L'Europe n'a pas de croissance, la Chine... est un petit peu plombé depuis son redémarrage post-Covid est quand même un peu compliqué, vient de réinjecter par différents biais des dizaines et des centaines de milliards dans l'économie. Tout le monde cherche à faire repartir ça. Donc en fait, on a un produit rare qui est la croissance et tout le monde se bat pour récupérer des morceaux de croissance. À court terme, pour satisfaire ses besoins, alors on ne parle pas de la France qui est juste le plus mauvais élève du monde actuellement, mais grosso modo, tout le monde a vraiment des gros besoins. Et puis de l'autre côté, la Chine aussi qui a besoin toujours de la même chose, préserver son régime, étoffer la route de la soie, être le vainqueur de l'IA avec les États-Unis et faire en sorte d'avoir une croissance qui est toujours plus forte et de sortir ces 200 ou 300 millions de personnes qui sont encore sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, aujourd'hui, l'Europe, elle est absente à peu près de tous les débats. Si vous prenez tous les débats technologiques, c'est entre la Chine et les États-Unis, il n'y a aucune espèce de discussion qui inclut l'Europe à aucun moyen. Et l'Europe n'est qu'un outil de régulation aujourd'hui. C'est un marché qui va progressivement être asservi et qui n'a aucune espèce d'avenir. On voit bien le déclin de l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas un chiffre dans les 20 dernières années qui donne le moins d'espoir. Enfin, regardez tous les chiffres, il n'y a pas un chiffre on passe à la qui donne seconde de partie. l'espoir à l'Europe aujourd'hui. Donc elle ne peut que réguler ou se défendre. Sarah Guillot, est-ce que cette d'attaquant. mesure, cette surtaxe sur les véhicules électriques chinois, arrive-t-elle un peu tard ? Alors, elle arrive un peu tard dans le sens où
En fait, les véhicules électriques, c'est une autre industrie que les véhicules à moteur thermique. C'est une autre industrie. Donc, on ne veut pas perdre notre industrie automobile qui a toujours été dominante, mais il faut reconnaître que c'est quand même une autre manière de produire. Et donc, c'est tard, mais en même temps, c'est compliqué de vouloir abandonner aussi. Et puis, les décisions... Le contexte réglementaire en Europe, c'est 2035, plus de voitures à moteur thermique. Et c'est ça aussi qui contraint l'industrie automobile à effectivement se placer sur l'électrique. La difficulté aussi, c'est que cette industrie, c'est une industrie qui a une chaîne de valeur assez complexe, différent du cognac. Donc là, quand on va émettre la position des tarifs, moi je pense que c'est une décision politique qui consiste à dire à la Chine, attention, votre politique industrielle de subvention et de soutien, maintenant on est moins tolérant à cet égard, mais on est bien conscient, et les industriels aussi, que ce n'est pas cette mesure tarifaire, en tout cas de droits de douane, qui va forcément changer la donne. Et il va falloir que les industriels soient encore plus innovants. Et il y a encore sans doute un peu d'espoir à ce qu'on se positionne. C'est quand même très léger parce que si vous regardez un véhicule automobile électrique aujourd'hui, les Chinois le sortent avec 40% de moins de temps qu'un industriel européen. On ne sait pas aujourd'hui sortir une vitesse. D'ailleurs, le principal... Ils ont tout misé sur l'électrique, c'est-à-dire qu'ils ont un peu sauté le thermique. Le principal chantier de Renault aujourd'hui, de Luca Di Meo, c'est de faire en sorte de réduire de 20, peut-être 30% la durée de mise sur le marché d'un véhicule. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Allez. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Et le deuxième, écoutez l'interview de Senna il y a quelque temps, le patron de Renault, qui disait « mais c'est bien gentil de vouloir nous faire en 2035 des véhicules électriques, toutes les terres rares, le lithium, etc. » Aucun pays européen n'a investi pour se donner un accès à ces matériaux, de la même façon qu'on n'a aucun accès à tous ces matériaux rares dont on a besoin pour nos téléphones mobiles. Donc aujourd'hui, en gros, ça se situe chez les BRICS. Soit ils les ont chez eux, soit ils ont investi massivement pour se les procurer. On n'a aucune chance pour l'instant, et ce n'est pas avec des tarifs douaniers, en tout cas, qu'on pourra... Très brièvement, je vous laisse réagir et on passera à la Là, les droits de douane, ça n'est que le début d'une stratégie. On voit bien qu'il y a des enjeux, relancer la demande, donc investir dans les infrastructures de charge, le soutien même aux consommateurs. Il y a toute une série de mesures qui peuvent être prises et qui doivent être prises au niveau européen. Donc on n'en est qu'au début d'une stratégie beaucoup plus large. Et alors je serai moins pessimiste quand même que vous sur le zéro avancé au niveau européen. Les objectifs sont fixés, les investissements sont débloqués, simplement ça prend du temps, déjà pour tout ce qui est accès aux mines, et puis surtout le gros problème que l'on a, c'est le raffinage, parce que ce sont des technologies aujourd'hui, des process qui sont très polluants, donc il faut investir aussi dans la recherche pour avoir des procédés qui sont plus propres, et développer cette capacité. Et là, c'est vrai qu'on a une dépendance colossale à la Chine, et qu'en accélérant notre transition vers l'électrification, on risque d'accroître aussi notre dépendance à sa capacité de raffinage chinois. Allez, on en vient à notre deuxième partie. On passe précisément de l'autre côté de l'Atlantique. Le Canada, mais surtout les États-Unis viennent d'imposer des taxes, on l'a dit, de 100% à l'entrée des véhicules électriques chinois. Sont également concernés les batteries et les cellules de panneaux solaires taxées à 25 et à 50%. Pour les semi-conducteurs, ça sera 50% à partir du 1er janvier 2025. Cette nouvelle série de hausse des droits de douane sur des produits qualifiés de stratégiques, c'est quoi? C'est dans la droite ligne de ce qu'avait entamé Donald Trump lorsqu'il était président, Sarah Guillou. Les États-Unis ont, on va dire, une longue tradition de protectionnisme. Oui, c'est dans la ligne de la tradition protectionniste américaine, du protectionnisme de Donald Trump à l'égard précisément de la Chine. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est aussi la politique industrielle de l'administration Biden, et ça, c'est quelque chose que n'a pas fait Donald Trump. Et donc, on a quand même aussi un virage qui est de considérer que les énergies vertes, c'est une industrie critique et qu'on ne veut pas dépendre de la Chine. Enfin, les États-Unis ne veulent pas dépendre de la Chine en matière d'énergie verte. Donc, il y a non seulement des tarifs, donc ceux qui sont annoncés, mais il y a quand même aussi tout un autre protectionnisme, des outils de protection et de préférence de la production locale qui évince évidemment les acteurs chinois tout le long de la filière. Donc c'est une stratégie globale en fait, de découpling vis-à-vis, ou de découplage, pour le dire en français, Oui, relativement à la Chine. Alors si Donald Trump envisage de taxer tous les produits importés de 10% contre une moyenne de 3,3% aujourd'hui, pour ceux provenant de la Chine, la taxe grimperait à 60%. Kamala Harris prône, elle, la poursuite de mesures ciblées dans la transition énergétique. Je vous propose d'écouter les deux candidats. Look, I'm a capitalist. Écoutez, je suis une capitaliste.
Je crois aux marchés libres et équitables. Je crois en des règles cohérentes et transparentes pour créer un environnement d'affaires stable. Et je connais le pouvoir de l'innovation américaine. Nous pouvons être le leader mondial des industries du futur. Nous devons nous assurer que ce sont les États-Unis et non la Chine qui gagnent la compétition du XXIe siècle. Non seulement nous empêcherons nos entreprises de partir à l'étranger, mais sous ma direction, nous allons voler les emplois d'autres pays. Avez-vous déjà entendu cette expression ? Avez-vous déjà entendu dire que nous allons prendre les emplois des autres pays ? Cela n'a jamais été dit auparavant. Nous allons voler leurs usines et nous l'avons fait il y a 4 ans. Si vous ne fabriquez pas votre produit ici, vous devrez payer des droits de douane très élevés lorsque vous enverrez votre produit aux États-Unis. Alors, l'objectif de ces hausses de droits de douane, c'est de financer les baisses d'impôts que le prétendant à la Maison-Blanche entend renouveler, voire amplifier. Denis Jacquet, pari risqué ? Bon, Trump ne fait pas toujours ce qu'il dit, mais enfin bon, comme tout homme politique qui se respecte, donc ce n'est pas vraiment très nouveau. L'électorat qu'il suit aujourd'hui est un électorat qui est très sensible à ce discours, parce que c'est un électorat du centre des États-Unis, pauvre, sur des territoires totalement désemparés, qui n'a aucune chance de job. Donc cette notion de les États-Unis vont revenir, on va produire sur place, je vais retrouver mon job, etc. C'est un discours qui est très peu entendu. Je vais aller voler les emplois à l'étranger. Voilà, exactement, dans les grandes villes périphériques qui sont relativement riches et qui s'en sortent pas trop mal, ça va, mais le centre des États-Unis, c'est comme le centre de la France, c'est juste plus rien. Bon. Donc du coup, ces gens y croient, ils parlent avant tout à son électorat et pas forcément à un futur programme politique. Maintenant, c'était le premier à s'opposer à la Chine, pas forcément de façon toujours très habile et très construite. Quel bilan il fallait peut en tirer, quelqu'un le fasse. Le bilan, il est bon et il est mauvais. Alors c'est une réponse de Normand, mais il est bon parce que l'objectif, c'était de donner aux Américains le temps de rattraper là où ils étaient en retard. Musk l'a fait après en disant il faut un moratoire sur l'IA. En fait, il n'y a rien à faire d'un moratoire sur l'IA. Il était en retard, il avait besoin de rattraper. Il disait s'il vous plaît, ralentissez un peu pour que je puisse rattraper. Donc les Américains sont très forts là-dessus. Ils sont très pragmatiques. Je suis en retard sur un sujet. Je ralentis l'arrivée des autres. Je donne le temps à mes acteurs de se remettre, de reprendre un petit peu de vigueur. Et puis à partir de ce moment-là, même Kamala Harris dit qu'elle est pour la loi de marché, donc tout peut arriver. Ça, tout Américain le dit. Donc ça marche bien. Après, le désagrément, c'est, si vous vous souvenez de l'affaire Huawei, où il avait même fait indirectement enfermer la fille ou la petite-fille du fondateur, Huawei a développé un système d'exploitation aujourd'hui qui est meilleur que celui d'Android. Donc le problème, à un moment donné, quand on protège trop et trop longtemps ces acteurs, c'est qu'on donne la capacité. La nature a horreur du vide et Huawei encore moins a mis en place un système d'exploitation qui est capable d'alimenter demain des milliards de téléphones qui seront presque plus performants parce qu'en plus ils sont très bons sur l'IA. Donc c'est une mesure de protection, elle est toujours à court terme éventuellement intéressante, sur le long terme on est toujours quelque part perdant et puis surtout plus on protège longtemps son industrie, plus on la met dans une situation de confort, donc elle n'innove plus et donc du coup elle est plus compétitive. Donc les bénéfices à long terme sont rarement très bons. Julien Marcy, est-ce que vous partagez cette analyse et quel bilan peut-on tirer de ces hausses de droits de douane prises sous le mandat de Donald Trump ? Ont-elles été positives pour la croissance, pour l'emploi américain, pour l'emploi industriel notamment ? C'est toujours difficile de faire la part des choses entre ce qui est lié à l'impact d'une mesure en tant que telle et puis l'environnement. Parce que, en fait, Donald Trump, pendant son premier mandat, a beaucoup bénéficié aussi d'un environnement international qui était assez porteur. Donc c'est vrai que quelque part, les effets négatifs de ces mesures n'ont pas été très visibles. Ceci dit, pendant son premier mandat, on n'a pas vu de hausse très nette des investissements directs étrangers. Donc ce qui était son but affiché pendant cette période-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Comme le disait Denis Jacquet, c'est vrai qu'il parle à son électorat avec ce type de mesures. Mais le changement, c'est quand même que même côté démocrate, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, désormais, il y a une majorité d'électeurs qui sont en faveur du protectionnisme, moins large que chez les républicains, mais quand même, c'est un changement. D'où le discours aussi de Kamala Harris sur ce Après, sujet-là. c'est pas le même discours. Non, c'est pas le même, effectivement. On est sur des mesures plus ciblées, comme Sarah Guillou le disait, alors que du point de vue de Donald Trump, on le sait, quand on reprend ses discours ou ses interviews, il y a très longtemps, même dans les années 1980, il parlait déjà beaucoup de droits de douane. Alors à l'époque, il ciblait le Japon. Donc on sait que c'est dans son logiciel. Il y a une partie de doctrine. Et puis,
désormais, il y a aussi cet aspect pragmatique qui est qu'il a besoin de financer ces mesures très chères, notamment de prolongement de baisse d'impôts pour les ménages. Et donc, là, il y voit aussi une opportunité, c'est-à-dire utiliser ces droits de douane pour compenser en partie ces moindres recettes. Je dis bien en partie parce que ça ne devrait compenser, même dans le meilleur des cas, que la moitié de ces moindres recettes supplémentaires. Quelles conséquences, Elvire Fabry, sur l'industrie automobile américaine ? Est-ce qu'elle elle se voit, elle aussi, inondée de véhicules chinois électriques ? Non, parce qu'il y avait déjà 25% de droits de douane qui étaient appliqués. Donc en fait, je dirais que le rideau était déjà assez élevé. Donc il y a quelques véhicules électriques chinois aux États-Unis, mais quasiment pas. Vous n'en voyez pas sur les routes. Là, 100%, c'est vraiment une fermeture totale du marché. Le message est clair, mais il est presque plus, même au-delà de l'économique, politique. C'est-à-dire qu'on était quand même dans le contexte d'une campagne américaine où il y a une sorte d'escalade, de surenchère. Biden ne pouvait pas rester les bras croisés alors que Trump annonçait des murs de droits de douane sous son éventuelle présidence. Maintenant, l'approche est très différente parce que Trump reste rivé sur le problème du déficit commercial américain. Dans le cas de Biden et en continuité Harris, c'est une approche qui est plus stratégique, comme ça a été dit, qui est plus axée sur une politique industrielle, qui a pour objectif de maintenir les États-Unis en tête dans le leadership technologique et qui peut être très extensive, encore une fois, parce qu'il s'agit, quand on parle de secteur stratégique, il n'y a pas que les technologies vertes. Dès qu'on commence à parler d'intelligence artificielle, de supercalculateurs, c'est finalement la nouvelle économie dans son ensemble qui va être concernée. Oui, puisque depuis Trump, il y a eu ce fameux plan l'IRA américain de financement massif dans la transition énergétique, mais aussi d'une certaine façon très protectionniste, puisqu'il s'agit de financer des entreprises qui sont basées sur le sol américain. Est-ce que l'on peut en tirer un bilan de cette IRA sur le plan du Made in America ? Alors, on peut commencer à en tirer un petit bilan. En plus, ce plan de l'Inflation Reduction Act a été doublé par le CHIPS Act and Science Act, qui lui a permis aussi de parler français. Augmenter. Oui, le plan CHIPS, c'était le plan qui permettait de financer les semi-conducteurs. Et ces deux plans ont permis une augmentation des investissements qu'on voit bien assez clairement. Mais il faut savoir que l'ambition, on va dire, l'ambition verte américaine, c'est pas l'ambition européenne. On a un véhicule sur 10 aux États-Unis qui est électrique, 1 sur 4 en Chine, 1 sur 7 en Europe. Donc, effectivement, et puis c'est vrai qu'ils n'ont pas de véhicules chinois, mais ils ont des véhicules asiatiques qui sont électriques. Et donc, les constructeurs américains ont aussi des difficultés. Alors, le plan américain, il est venu effectivement plus globalement protéger la production d'énergie verte aux États-Unis et sur toutes les dimensions de ces industries, que ce soit l'éolien, les pompes à chaleur, les véhicules électriques, les batteries. Et il y a une vraie protection et une volonté de cesser la dépendance à la Chine. Mais comme vous le disiez, quand on cherche à être autonome, on fait en sorte que les autres ne deviennent aussi plus dépendants de vous-même. Et donc, c'est un retour de boomerang possible. Allez, on va passer à la troisième partie, faire un peu de prospective. Dans la perspective d'une élection de Donald Trump, la généralisation d'une taxe de 10% aux États-Unis à tous les pays sans distinction, le fait d'utiliser le commerce également comme moyen de pression, est-ce que cela peut bouleverser le commerce international ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, cette mesure de 10%, s'il la met en œuvre, ce qui n'est pas fait, parce que c'est vrai que les mesures protectionnistes qui avaient été décidées pendant son premier mandat, il avait pu le faire par décret présidentiel essentiellement. Celle-ci, ça n'est pas sûr qu'il puisse le faire de la même manière. Elle pourrait... S'il le fait. S'il le fait, très bien. S'il le fait, déjà, s'il le fait, c'est parce qu'il a appris de ce qui s'est passé la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, il a essentiellement ciblé la Chine. Et ensuite, il s'est aperçu que certains pays avaient réussi à entrer par la porte de derrière, entre guillemets, notamment le Vietnam, le Mexique, à contourner, etc. D'où peut-être son idée
bonne ou mauvaise, mais en tout cas de, cette fois-ci, cibler toutes les importations. Et s'il le fait, les États-Unis étant la première économie mondiale, beaucoup, évidemment, de pays qui exportent directement vers les États-Unis seront ciblés. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus massif que la dernière fois, où c'était l'acier ou des produits électroménagers, donc des produits très ciblés, qui avaient été sélectionnés. Donc ça, c'est la première chose. Donc, et ensuite, s'il décide d'augmenter massivement les droits de douane sur l'ensemble des importations chinoises, il faut quand même se remémorer que la dernière fois, c'était sur des niveaux qui étaient beaucoup plus bas, ce qu'il avait fait. Et cette fois-ci, si on était à hauteur de 60%, évidemment, ça aurait un impact assez significatif sur la croissance chinoise. Qui n'est déjà pas très bonne. Qui n'est déjà pas très bonne. Et là, on sait que beaucoup d'autres pays exportent aussi beaucoup et dépendent de la Chine, notamment pour leur vente de matières premières, que ce soit énergétique, de métaux, les pays africains. Exactement. Donc il y aurait beaucoup d'effets secondaires possibles. Elvire Fabry, l'Union européenne est-elle capable de tirer son épingle du jeu d'une guerre commerciale sino-américaine ? On est une cible indirecte. Parce que cette augmentation de droits de douane, cette fermeture du marché américain fait que la Chine a encore plus besoin de l'accès au marché européen. Et qu'on risque d'être encore plus inondé de produits chinois ? On voit bien là que la pression de Pékin, finalement, elle est plus forte vis-à-vis des Européens que vis-à-vis des Américains. Le découplage est engagé avec les États-Unis. Nous, on parle de de-risking, limiter les risques et trouver une interdépendance équilibrée, responsable. Mais c'est vrai que, encore une fois, toutes ces surcapacités que l'on voit déjà se dessiner dans pas mal d'autres secteurs, au-delà du secteur de l'automobile électrique, il va bien falloir qu'elle trouve des débouchés. Alors la Chine a actuellement une politique, une stratégie très ambitieuse aussi vis-à-vis du Sud global. Et elle veut approvisionner le reste du monde avec ces technologies vertes. Mais à court terme, c'est en Europe que la demande est la plus forte. Et oui, ça va mettre plus de pression. Alors, que peuvent faire les Européens ? Il faut revenir au rapport Draghi de l'ancien président de la Banque centrale européenne. Ça se joue beaucoup sur des questions de capacité d'investissement, donc de mutualisation des capacités, de stratégie industrielle européenne, et rester quand même ouvert pour aller chercher d'autres marchés dans le reste du monde. Je vous vois hocher de la tête, Denis Jacquet. Que doit faire l'Europe pour ne pas être inondée d'excédents commerciaux chinois et pour que son futur patron ne soit pas chinois ? Non, mais c'est amusant parce que le rapport Draghi, qui fait, je crois, 800 pages, dans les différents mouvements d'entrepreneurs qu'on a animés pour faire des propositions aux différents gouvernements de ce pays qui n'ont toujours rien compris à l'économie au bout de 20 ans, c'est toujours les mêmes, et nous, il ne tenait pas en 800 pages, on l'a toujours fait en 1 page et demie. Je peux vous le résumer en 1 page et demie, et ça fait 10 ans qu'on le dit. Donc les mesures sur... En quelques secondes. Ouais, voilà, alors en quelques secondes. Donc ça dépend de quoi on parle. Bon, déjà, Trump aura du mal à faire ces mesures pour une raison simple, c'est qu'il dépend encore énormément de la Chine pour des produits du quotidien, qui aujourd'hui sont juste insupportables pour tous ceux qui vivent aux États-Unis. Enfin, venez vivre aux États-Unis. Moi, quand je viens à Paris, j'ai l'impression que tout est Lidl. C'est excessif les prix qu'on paye. Vous ne pouvez pas imaginer les prix qu'on paye au quotidien. Bon. Donc augmenter demain tous les prix sans distinction et que ça se retrouve à la caisse du supermarché, les gens vont descendre dans la rue et c'est son électorat. Donc de toute façon, c'est quasiment intenable. Je pense qu'il ne pourra pas le faire. Et même s'il le fait symboliquement, il sera obligé de reculer très vite parce que aujourd'hui, on dit que l'inflation ralentit, mais les prix sont toujours hauts. Ils sont parvenus au stade d'avant. C'est juste qu'ils progressent moins. Enfin, on oublie souvent l'inflation a baissé. Non, mais c'est toujours très cher. Bon. Et la deuxième chose, c'est que nous, on sera toujours un produit d'échange. Bon. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça dépend de quelle technologie on parle, mais il faut répéter en permanence qu'aujourd'hui, dans les investissements tech, on est 6 fois moins que les États-Unis, 3 fois moins que la Chine. Et non-tech, on fait jeu égal. Mais on n'est pas dans les industries du futur, donc on n'est pas en position de négocier quoi que ce soit. Sarah Guillou, cette surenchère de taxes peut-elle polariser davantage le monde entre pays amis, entre Occident et ce qu'on appelle le Grand Sud global ? Alors, il y a un risque réel, mais c'est un risque que Trump ne semble pas prendre, parce que lui, il est belliqueux à l'égard de tout le monde. Donc l'idée, là, ce serait que tout le monde, les États-Unis contre les autres. Donc, même avec Kamala Harris, on aurait quand même une position beaucoup plus atlantiste et des relations avec l'Europe qui seraient bien plus apaisées qu'avec Donald Trump, dans la manière, en tout cas, il présente sa politique commerciale. Mais c'est clair qu'il y a un danger qu'on ait une polarisation du commerce entre pays amis et pays, c'est-à-dire pays qui ont les mêmes valeurs, la même vision du marché, de régulation du marché. Mais la réalité, c'est pas encore, elle ne se
Elle ne se voit pas dans les chiffres pour le moment. Elle ne se voit pas pour le moment. Mais écoutez, on poursuivra, on continuera de suivre cette actualité. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'information continue sur France 24.